Dans cette définition, il faut commencer peut-être par définir ce que c'est que la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est un mot qu'on utilise à toutes sortes de sauces. On dit par exemple avoir bonne ou mauvaise conscience. Mais quand on a bonne ou mauvaise conscience, ce n'est pas une conscience dans l'instant, c'est plutôt avoir de bons ou de mauvais souvenirs. C'est plutôt se faire des reproches ou ne pas se faire des reproches. La conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus direct, c'est quelque chose qu'on expérimente dans l'instant. Là, par exemple, maintenant, vous n'avez pas du tout conscience de la position de vos pieds sur le sol. Mais je viens de vous en parler. Alors vous avez mis votre conscience dans vos pieds sur le sol. Et là, vous avez conscience de vos pieds sur le sol. Juste avant, c'était l'inconscient qui gérait vos pieds sur le sol. Maintenant, c'est votre conscience. Il en va de même pour vos mains. Il y en a certains qui bougent leurs mains, ils n'ont pas conscience d'être en train de bouger leurs mains. Ça se fait tout seul, automatiquement. Mais comme je viens d'en parler, la conscience d'être en train de bouger les mains se pose sur les mains qui bougent. Du coup, vous avez complètement oublié les pieds. Et si je vous parle de la respiration, vous allez faire quoi? Vous allez forcer un petit peu la respiration dans un sens et dans l'autre pour vérifier qu'elle est encore là. Vous mettez votre conscience sur la respiration et du coup vous avez oublié les pieds et les mains. En fait, la conscience, c'est comme un faisceau de lumière. Imaginons qu'il fasse nuit dans la pièce, j'utilise ma lampe, on verrait ma veste, mais on ne verrait plus le reste. Ensuite, je déplace ma veste et puis je claire le tableau, on voit le tableau, mais on ne voit plus la veste. Pourtant, la veste continue d'exister. Tout ce qu'il y a dans la pièce continue d'exister. Il en va de même pour notre esprit. Il y a une partie de notre esprit qui est consciente, c'est ce qu'on est en train d'observer dans l'instant, et il y a tout le reste qui est inconscient, mais qui fonctionne à merveille. Quand vous prenez votre voiture pour faire, par exemple, 20 km, combien de fois ça vous est arrivé d'avoir fait 20 km et de vous rendre compte « Ah, je suis déjà arrivé !» Mais vous avez conduit pendant tout ce temps d'une manière parfaite. Vous vous êtes arrêté au feu rouge, vous vous êtes arrêté au passage pour piétons pour laisser passer la dame avec sa poussette, vous avez tout fait juste. Juste que vous n'étiez pas là. Votre esprit est en train de se balader complètement ailleurs. L'hypnose, elle travaille avec cet esprit inconscient qui, en réalité, occupe plus du 95%, du 95% de notre esprit. En fait, énormément de choses se font de manière inconsciente et très peu de choses se font avec la conscience. La conscience, elle sert principalement à s'occuper des choses dont on n'a pas l'habitude, des choses nouvelles. Il y a une nouveauté, il y a un nouvel appareil, il faut apprendre à le manipuler. Alors on doit mettre toute notre conscience sur la manipulation. On le manipule 5, 10 fois, et puis ça devient un automatisme. Il n'y a plus besoin de mettre la conscience du tout dessus. De la même manière que quand on apprend à conduire, il faut changer les vitesses, mettre les essuie-glaces, regarder dans le rétroviseur. On n'arrive même pas à imaginer que c'est possible de discuter en même temps quand on est en train d'apprendre. Et aujourd'hui, en téléphone, on discute, on change les vitesses. Enfin, téléphoner, c'est pas bien. Cette couche de conscience sert à s'occuper des nouveautés, à s'occuper de l'instant présent. Et tout le reste a été automatisé parce que pour le corps, pour l'humain, tout est beaucoup plus facile et plus efficace quand c'est automatisé. Je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience, courir en bas des escaliers, vous êtes pressé, vous devez aller prendre un train, il fait nuit, vous ne loupez pas une marche. Par contre, si vous descendez lentement, en faisant très attention, parce que vous ne voulez pas réveiller la petite famille, vous loupez une marche. Parce que l'esprit conscient, il ne sait pas faire ces choses-là, il ne sait plus faire ces choses-là. Un jour, j'étais chez un souffleur de verre, il était en train de souffler une bouteille, il fait des personnages dans des bouteilles, et il faisait une bouteille avec 2 personnages qui faisaient de la musique. Puis il me dit, ah, mais toi qui fais de la flûte traversière, comment on tient une flûte traversière? Et là, je me suis rendu compte que je ne savais pas. Mon corps, il sait comment je tiens une flûte traversière. Donc j'ai pu prendre un tube de verre sur la table et le tenir pour lui dire, c'est comme ça qu'on tient une flûte traversière. Mais sans faire l'exercice, mon conscient ne savait plus comment tenir une flûte traversière, parce que c'est automatisé. Alors le problème,
c'est que parfois on automatise des trucs qui ne sont pas terribles. Par exemple, l'enfant, à la naissance, après un certain temps, il a faim. Donc il se met à crier. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la bectée. Et puis il ne crie plus. Donc il a appris quoi là, l'enfant? Il est complètement inconscient à cet âge-là. C'est un inconscient pur, l'enfant. Il a appris quoi? Il a appris que ça ne va pas comme je gueule, ça va tout de suite mieux. Mais observez un peu les relations humaines dans le reste de la société. Et constatez que, pour la plupart, les humains n'ont pas dépassé ce stade-là, sur cet apprentissage-là. Alors qu'il y a des tas de méthodes qui fonctionnent mieux. Mais pour trouver les méthodes qui fonctionnent mieux, il faut commencer par se poser la question. Quand j'étais ado, je lisais le journal qui s'appelait La Suisse, puis dans La Suisse, il y avait un petit encadré qui s'appelait Pas trop sérieux, puis il y avait un petit dessin humoristique. Il y a un de ces dessins humoristiques qui a retenu toute mon attention, je me souviens encore 40 ans après. Il y avait 3 cases. Dans la première case, une femme, sous la pluie, en train d'attendre. On voit, elle tapote sa montre. Deuxième case, une fenêtre qui s'ouvre, une voisine qui dit « Venez prendre un café au chaud ». Troisième case, la femme répond « Surtout pas, il faut absolument que je sois furax quand il arrive ». On n'est jamais malheureux parce que c'est bien d'être malheureux. On est malheureux parce qu'il y a des bénéfices secondaires. On est triste parce qu'il y a des bénéfices secondaires. Vous avez tous choisi d'être heureux. Personne d'entre vous n'a choisi volontairement le malheur. Pourquoi de temps en temps on est triste? Parce qu'on a pris l'habitude, pendant notre enfance, à une époque où on n'était absolument pas conscient, on a pris l'habitude de se créer des misères pour que les gens s'occupent de nous. Et tant qu'on n'a pas appris quelque chose d'autre, on reste coincé là-dedans. La femme qui attendait son mari, si elle avait dit oui, je viens boire un café, elle aurait rencontré une voisine, elle aurait discuté. Son mari serait arrivé, elle lui aurait dit « Ah, quel bonheur, heureusement que tu étais en retard, j'aurais jamais pu rencontrer la voisine sinon. » C'est super. Le couple se serait resserré. Au lieu de ça, elle a pratiqué le truc qu'on pratique tous, hein, moi aussi. Elle a essayé de manipuler par la colère. « Ah, tu fais chier, tu pourrais pas... etc. » Du coup, le type, bah ouais, il a loupé son bus parce qu'il est encore vite allé au magasin pour organiser un truc pour l'anniversaire de mariage, tout ça. Il se fait engueuler. Il n'a plus du tout envie d'organiser son truc pour l'anniversaire de mariage. Et ça a juste réussi à les séparer. Mais on croit quand même encore qu'avec la colère, on peut manipuler les autres. Alors je vous parle de la colère, mais il y a d'autres comportements qu'on a appris en étant petit. Imaginez un petit garçon qui fait un joli dessin pour sa maman. Maman, regarde, j'ai fait un beau dessin. Maman, elle est en train de faire la vaisselle, elle est à la bourre, il faut faire le ménage, tout ça. Et il dit, ouais, il est beau, j'ai pas le temps. Super. Le gamin, lui, tout ce qu'il voulait, c'était de l'attention. Alors il fait quoi? Il retourne dans son coin, mais il retourne dans son coin, il traîne la patte, il est désespéré, il ne sait plus quoi faire pour obtenir de l'attention. Et par hasard, en passant, il fait tomber le vase de Chine. Alors là, la maman, elle arrive, « Ah, le vase de Chine que j'ai hérité de ma grand-mère, qui elle-même l'avait hérité de sa grand-mère, tu sais bien que j'y tenais, blabla. » Il gagne un quart d'heure d'attention, le gamin. La fois suivante qu'il a besoin d'attention, vous pensez qu'il va faire quoi? Il va faire un beau dessin? Le truc, c'est que ces comportements, on les apprend quand on est haut comme ça. On ne se rend même pas compte qu'on les a appris. Ils deviennent automatiques. On les répète sans même en avoir conscience. Alors c'est là que l'hypnose intervient. L'hypnose, elle permet de changer cela. Comment elle permet de changer cela? Avec quelque chose, un constat qui est assez extraordinaire. On pourrait croire qu'on est la somme pondérée de toutes nos expériences.
Hein, il y a des expériences qui nous marquent plus que d'autres. On pourrait croire que ce qu'on est réellement, c'est cette somme de nos expériences. C'est presque vrai. Mais il y a une toute petite nuance. C'est qu'on n'est pas la somme de nos expériences. On est la somme du souvenir qu'on a de nos expériences. Si on change un souvenir, on change radicalement ce qu'on est. Si vous avez l'impression que quelqu'un, un ami ou une amie, vous a trahi, vous êtes super pas bien, vous êtes dépité, vous pensez que le monde ne vaut plus la peine d'être vécu parce que cet ami vous a trahi. Tout à coup, vous apprenez que non, c'est juste un quiproquo, une mauvaise interprétation, il ne vous a pas trahi du tout, au contraire. Instantanément, vous passez de ouais. Vous avez changé le souvenir que vous aviez d'une expérience et vous avez changé instantanément ce que vous êtes. Alors l'hypnose, elle fait appel à l'inconscient pour vous permettre d'aller revisiter des souvenirs. Parce que l'inconscient, il a toutes sortes de capacités. Par exemple, il a la capacité de vous fournir des images. Si je vous propose de ne pas du tout, mais alors essayez de ne pas du tout penser à un éléphant rose. Pas évident, hein? L'inconscient, il ne sait pas les ne pas. L'inconscient, on lui dit éléphant rose, vous pouvez mettre ne pas, éléphant rose, il pense éléphant rose. Si vous vous répétez je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, l'inconscient, il comprend fumer, point barre. Donc cet esprit inconscient, il nous permet de faire des choses comme visualiser des souvenirs. Il nous permet de visualiser des choses comme par exemple dans nos rêves. Dans nos rêves, c'est bien évident, hein? On n'est pas conscient. Enfin, il y a certains qui font des rêves lucides, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, on rêve, on ne sait pas qu'on rêve. Le lendemain, on s'en souvient. On dit, ah oui, j'ai rêvé. Ah mais j'étais pas du tout là quand j'ai rêvé. Exactement comme quand j'étais en train de conduire ma voiture. J'étais pas du tout là. Après coup, je me souviens que, ah oui, mais pendant, personne. Cet inconscient nous permet de faire toute cette visualisation. Et dans un rêve, on a des ressentis, on a des souvenirs. Et puis surtout, on a des possibilités extraordinaires. On peut voler, on peut se prendre pour une mouche, on peut se prendre pour un sous-marin, on peut faire n'importe quoi. Alors l'hypnose va utiliser ces fonctionnalités pour emmener la personne à aller revisiter le souvenir, mais sous un autre angle. On va par exemple demander à une personne d'aller revisiter un souvenir comme si elle était une mouche. Et en revisitant le souvenir comme si elle était une mouche, déjà la personne, elle ne vit plus le souvenir de l'intérieur de la personne, mais elle le vit en observant de l'extérieur. Du coup, elle apprend des tas de choses, elle remarque des tas de choses qu'elle n'avait jamais remarquées. Elle augmente l'information de son souvenir et elle change radicalement ce qu'elle est. Un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'on a tous vécu ça, j'espère qu'il n'y a pas de prof de la salle. Il y a des profs de la salle. Vous êtes prof? Bon, plaisanterie mise à part. On a tous entendu un prof nous dire « Mais toi, tu es nul en maths » ou « Toi, tu n'es pas bon en dessin ». Alors des fois, ils le disent d'une manière un peu plus souple que ça, mais c'est des paroles qui, malheureusement, arrivent beaucoup trop souvent. En tout cas, dans ma consultation, je vois énormément de personnes qui pensent être nuls en ceci ou nuls en cela, et en creusant un peu, ils ont simplement cru un prof qui leur a dit. Parce que quand on est enfant, le prof, c'est celui qui sait tout. S'il nous dit « t'es nul en maths », c'est terminé, on est nul en maths pour la fin de nos jours. Alors là, moi j'utilise un truc qu'on trouve dans Harry Potter. Vous avez tous vu Harry Potter? Dans Harry Potter, il y a des détraqueurs, les méchants détraqueurs. Et puis les détraqueurs, ils prennent la forme de votre plus grande peur. Donc à un moment donné, il y a Ron qui est là, et puis il y a un détraqueur qui se transforme en une gigantesque araignée, parce que lui, il a très très peur des araignées. Alors le truc consiste à imaginer quelque chose qui rend ridicule l'image de la peur. Alors Ron, il imagine l'araignée avec des patins à roulettes. Et là, cette araignée qui se casse la figure, et les traqueurs qui partent, etc. Et il faut dire en même temps ridiculous, c'est le mot magique qui va bien.
Si je vous emmène dans une transe, et que dans cette transe, je vous invite à disposer d'une baguette magique et à voir votre professeur vous dire t'es nul en maths, et utiliser votre baguette magique en disant ridiculous, et à chaque fois que vous dites ridiculous, il y a la voix du professeur qui monte. Je pense qu'il soit tout ridicule comme ça. Le simple fait de voir votre prof tout ridicule comme ça change radicalement le souvenir que vous avez de votre prof. Il perd sa nature de la personne qui sait tout pour devenir un espèce de truc ridicule auquel on ne donne plus aucun crédit. Et une simple opération comme celle-là permet à une personne qui était nulle en maths, ou qui se croyait être nulle en maths, de faire des progrès en quelques semaines. Magnifique. Je pense que vous avez tous déjà eu envie d'arrêter un truc et vous n'êtes pas arrivé. Genre manger du chocolat, fumer, regarder la télévision, Facebook. Il y a une partie de vous qui dit il faut que j'arrête, puis il y a une autre partie de vous qui dit allez, accrois un petit peu. Hein, ça... À l'intérieur, là, on a des parties. Puis des fois c'est tout ça, il y en a deux, hein, mais alors des fois, il y a du monde là-dedans. Hein, c'est bon. On dit les schizophrènes, tout ça, mais en fait, c'est une tendance naturelle, juste qu'il y a ceux qui réussissent à peu près maîtriser ces voix, en tout cas donner l'impression à l'extérieur qu'on maîtrise les voix qu'il y a à l'intérieur, et puis il y a ceux qui n'y arrivent pas, quoi. Voilà, pas encore. On espère pour eux qu'ils y arrivent un jour. Pourquoi je vous parle de ces différentes parties de nous? Parce que ces différentes parties de nous, c'est différentes parties de notre esprit. On a une partie de notre esprit qui veut faire ceci, on a une partie de notre esprit qui veut faire cela, une partie de notre esprit qui veut faire encore un autre truc, etc., etc. Donc, des parties d'esprit, ça reste des esprits, c'est des plus petits esprits, c'est des entités. Au chamanisme, on parle beaucoup d'esprits et d'entités. Et si les entités dont on parle dans le chamanisme, c'était juste des parties de notre esprit qui sont en train d'avoir un fonctionnement autonome sur quelque chose. J'ai une amie parisienne qui me demande un jour une séance parce qu'elle a un problème. Elle veut absolument quitter son mari, mais elle ne veut pas le quitter. Elle veut absolument quitter son travail, mais elle ne veut pas le quitter. Elle veut absolument rester à Paris, mais elle veut absolument déménager. Elle ne sait plus quoi faire. Je lui dis, mais ton boulot c'est coach? Il me dit, ouais. Je dis, cool. Je la mets en transe, et une fois en transe, je lui dis, tu as devant toi 6 chaises. Est-ce que tu les vois? Oui. Cool. Sur la chaise tout à gauche, il y a la partie de toi qui veut divorcer. Sur la chaise tout à droite, il y a la partie de toi qui ne veut pas divorcer. Je mets ces différents personnages sur les chaises. C'est bon, ils sont tous là? Oui. Ok. Bon. Eh bien maintenant, je te laisse faire parce que c'est toi la coach. Hein. Tu t'arranges pour qu'ils causent entre eux. Elle a passé 10 minutes à faire des trucs comme ça. Voilà. Puis après 10 minutes, elle s'est apaisée. Il dit, c'est bon, c'est fait? Ouais. Ok. Je l'ai ramené à cette réalité ici. Et j'ai retrouvé l'amie souriante que je connaissais, alors que ça faisait un demi-jour que j'étais avec elle, et qu'elle était catastrophée. J'ai utilisé là une métaphore. Évidemment, il n'y avait pas des gens sur des chaises. Mais d'imaginer ce qu'elle ferait s'il y avait des gens avec ces caractéristiques sur des chaises, lui a permis de voir tout ça d'une manière différente et de trouver des solutions. Tel est l'usage de la métaphore. Alors dans un premier temps, à l'époque de Freud, par là, il y avait des métaphores qu'on appelait des métaphores isomorphiques. Isomorphiques parce que iso c'est le même et morphique c'est la même forme. C'est des métaphores qui ont la même forme que la problématique du client. Le client, il a une problématique, je ne sais pas, c'est un enfant qui a de la peine à aller faire caca dans les toilettes.
La métaphore isomorphique, ça pourrait être un jeu dans lequel on met des petites pièces brunes de des cases prévues à cet effet. Ça ressemble, il ne va pas trop se sentir concerné, mais ça lui apprend quand même qu'il s'agit de mettre des trucs à leur place. Parmi les métaphores isomorphiques, une métaphore isomorphique qui est très utilisée, c'est l'animal totem. Avec le tambour en chamanisme, on emmène les gens dans une transe, et dans cette transe, on les invite à aller rencontrer leur animal totem. Mais c'est exactement la même structure que la métaphore que j'ai faite avec mon amie parisienne. On va rencontrer un animal totem, un animal qui a des caractéristiques qui nous parlent, qui nous reflètent quelque chose dont on a besoin. C'est juste exactement la même chose. Est-ce que l'animal totem existe? Est-ce que cette entité existe pour de vrai ou pour de ou pas? J'ai posé cette question que j'ai fait mon cours sur les régressions dans les vies antérieures. J'ai posé la question à mon prof. Je venais de vivre une expérience frappante, marquante. Je venais de vivre ma mort dans une vie antérieure. Alors, un grand mur, devant le grand mur, une fontaine, devant la fontaine, une grille en fer forgé. Cette grille en fer forgé, si un jour je la vois, je saurai que c'est celle-là, parce que je ne peux pas l'oublier. Moi, en train de mourir au pied de cette grille, et tout autour de moi, des milliers de personnes mortes, et je sais qu'elles sont mortes à cause de moi. Ça vous choque un bon moment, ce genre de trucs-là. Et quand vous vivez ça, dans une transe, vous vivez ça, mais comme vous êtes en train de vivre Cédric qui vous raconte des trucs. Hein. Vous êtes là, vous sentez le cœur qui fait boum boum, vous sentez que vous êtes en train de mourir, c'est terrible, quoi. Alors je pose la question à mon prof, je lui dis, mais tu y crois, toi, à ces histoires? Et puis lui, il me dit, écoute Cédric, moi, j'utilise les régressions dans des vies antérieures pour soigner des gens qui ont un problème. Il y a des gens, ils sont persuadés que leur problème remonte à une vie antérieure, alors je les fais aller visiter la vie antérieure dans laquelle il y a eu le problème initial. Ils vont visiter cette vie antérieure, je leur pose des questions, ils me racontent des trucs, je peux savoir la date, comment ils s'appelaient, on peut savoir des tas de choses là-dessus. Et puis je les ramène. Mais jamais j'ai eu l'idée d'aller vérifier si à cette date il y avait une personne qui s'appelait comme ça ou pas. Parce que je m'en fous. Il est un peu grossier mon prof du coup. Je m'en fous parce que moi je fais ça pas pour savoir si les vies antérieures existent ou pas, je fais ça pour soigner la personne et ça marche. Le reste n'a aucune importance. Donc, est-ce qu'un animal totem marche? Oui, les gens qui pratiquent le chamanisme obtiennent de bons résultats. Les gens qui vont invoquer des esprits des arbres, les esprits de la nature, obtiennent de bons résultats. Est-ce que ces esprits existent ou n'existent pas? Je ne veux même pas le savoir. Ça marche. Est-ce que ça marche parce que ça change simplement la vision ou le souvenir de leurs expériences? Peut-être. Moi, je crois que oui. Mais j'en suis pas convaincu. J'ai pas le moyen de le prouver. Et je suis presque comme mon prof, quoi. Je m'en moque. Parce que mon but, c'est que ça marche. C'est que la personne qui vient de me voir, elle puisse régler une problématique et arriver à une vie meilleure, à une bonne vie, à trouver le bonheur. Ou en tout cas, suffisamment de bonheur. La possibilité, c'est de laisser le temps se dérouler et puis d'arriver, très très souvent quand on fait des régressions dans les vies antérieures, le problème remonte à la mort dans une vie antérieure. Donc on laisse la mort se dérouler, on fait 2-3 trucs à ce niveau-là pour régler le problème, on invite la personne à observer ça depuis l'extérieur, etc.
Et puis ensuite, on laisse la personne mourir. Et puis on la laisse aller explorer ce qui se passe entre deux vies. Et puis aller regarder surtout pour quelle espèce de sorte de raison elle a choisi de se réincarner dans cette vie ici. Et puis ensuite, on lui fait traverser en accéléré tout le processus in utero, la naissance. Et puis après, on la ramène tranquillement. Alors évidemment, dans ma pratique de chamanisme, quand des gens venaient me voir et puis que je m'amusais avec le tambour, et puis qu'une fois que je voyais qu'ils étaient partis en transe, alors je ne savais même pas trop comment je le voyais, je le sentais, j'avais l'impression qu'ils étaient partis en transe. Après, avec l'hypnose, j'ai développé des techniques, enfin on m'a appris les signes qui permettent de savoir qu'une personne est en transe. Mais là, à l'époque, j'y allais au tambour, boum, 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 puis à un moment donné, j'avais la conviction, l'idée que là où les personnes étaient en transe, et puis là, je commençais à les inviter à imaginer une scène, à vivre une scène. Je dis, vous êtes quelque part, vous êtes dans un lieu qui vous est étranger, mais en même temps étonnamment familier. Si je vous dis une banalité comme ça, vous allez tous imaginer quelque chose de différent, vous allez tous imaginer un lieu qui vous correspond. Et dans ce lieu, en regardant autour de vous, vous allez voir quelque chose de surprenant. Mais bien sûr, tout le monde va voir quelque chose de surprenant. Vous allez voir quelque chose bouger. Il se pourrait que ce soit votre animal totem. C'est exactement la même chose que si je vous dis essayez de ne pas imaginer un éléphant rose. Vous allez projeter vos propres images, vos propres croyances dans cette structure que je vous offre pour un rêve éveillé. Et dans cette projection, vous allez rencontrer des choses qui vont vous faire du bien. Parce que votre inconscient, il faut vous en rendre compte, c'est pas un truc pour vous enquiquiner. Ça, c'était la croyance de Jung. Jung, il disait, la conscience, c'est la source de tous les problèmes. Erickson, il a changé ça un peu. Erickson, il dit, notre esprit inconscient, c'est l'outil le plus puissant qu'on puisse imaginer. Il a à peu près tout pouvoir. Il est à notre service total et il ne juge pas. Si nous lui demandons de faire un truc, il le fait sans se poser la question de savoir si ce truc est bon ou pas bon. Un exemple extraordinaire de ça, c'est le petit garçon qui va à l'école, il adore l'école, il est très content de son école, il est très content de sa prof. Et puis un jour, la prof est malade, c'est une remplaçante. Et la remplaçante, elle est exécrable. Alors le gamin, il rentre à la maison, il est dépité. Il passe la nuit, il ne dort pas la nuit, tellement il angoisse à l'idée de devoir passer encore une deuxième journée comme ça. Le matin, au petit déjeuner, il ne voit même pas qu'il a son bol de céréales devant les yeux. Sa maman lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas ?» À en parler, après une nuit d'angoisse, c'est clair que le gamin, il a l'estomac noué. Alors il se tient l'estomac. La maman dit « T'as mal à l'estomac ?» Bon, ben tu vas rester à la maison. Il reste le jour à la maison. Super cool. Troisième jour, il retourne à l'école. C'est de nouveau la maîtresse qui est là, tout va bien. On oublie tout. Mais pas à l'inconscient. 30 ans après, il est cadre supérieur dans une société, il adore son boulot, son chef c'est le directeur général, tous les matins il se lève, il ne pense qu'à aller à son travail, tellement il aime ça. Et puis un jour, le conseil d'administration décide de remplacer le directeur général. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien l'inconscient, il est au service du gaillard, parce que le gaillard, il dit dans sa tête, je ne veux pas y retourner. L'inconscient, il dit, ah, mais la dernière fois qu'il y avait un truc à l'extérieur où il ne voulait pas y retourner, qu'est-ce qu'on avait fait déjà? Ah oui, mal de ventre, ouais, ça avait super bien marché, tac, mal de ventre. Mais là, 30 ans après, ça ne marche plus tout à fait la même chose. Il va boire un toubib, il avale un cachet.
le mal de ventre qui passe un peu. Alors la conscience il dit, ah ça n'a pas suffi, mais ah oui, 30 ans après, il faut peut-être qu'on mette un petit peu plus de volume. Allez, gros mal de ventre. Et on monte le volume comme ça jusqu'à ce que le gars il finisse à l'hôpital avec un ulcère perforé. Là le type il est là, hein, il jure quoi, il dit saloperie de corps, déjà que j'ai un boulot où il y a tout qui foire, en plus il y a mon corps qui me lâche, blablabla. Bla. Ça c'est la conscience. Hein. Puis l'inconscient, qu'est-ce qu'il dit? Mission accomplie, mission accomplie. Il a rendu service au type. Le type, ce qu'il voulait le plus par-dessus tout, c'était une bonne excuse pour ne pas aller travailler. Il voulait des mots d'excuses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jérémy Narby, un anthropologue suisse qui a fait des tas d'études sur le chamanisme. Et il utilise une définition du chamanisme qui est assez sympathique. Il dit un chaman, c'est une personne qui fait commerce avec les esprits pour le bien de sa communauté. Donc c'est quelqu'un qui va négocier avec les esprits, qui va discuter avec eux, qui va marchander des trucs dans le but d'aider la communauté. Donc un individu ou toute la communauté, ça se fait souvent dans les anciennes tribus d'aider la communauté, d'aider sa tribu à être très très forte pour la prochaine guerre qu'on va faire contre la tribu voisine par exemple. Le chamanisme il est un petit peu quand même encore dans des rituels des prises de force, des prises de pouvoir. Ici en Occident on a un chamanisme qui est assez édulcoré, qui est un peu New Age, où on a mis dedans des tas de notions du bouddhisme, du yoga, enfin c'est devenu une espèce de gloubi-boulga, on ne sait plus trop ce que c'est que le chamanisme. Mais cette notion de faire un commerce avec les esprits pour le bien de la communauté ou d'une personne, elle me plaît bien parce qu'en fait, moi si j'ai un client qui vient et qui me dit, voilà, j'aimerais améliorer ou changer ceci, je ne vais pas commencer à discuter pour lui dire, ouais, mais bon, c'est peut-être pas bien de faire ça, tu ferais mieux de faire autre chose. Non. Moi, j'ai un type qui est venu me voir, qui m'a dit, il a eu la peine à me sortir. Hein, il m'a dit, bon, voilà, je viens vous voir parce que j'aimerais pouvoir roter volontairement. Je ne vais pas lui dire, c'est ridicule. Je lui dis, c'est le même tarif pour les autres, quoi. Et puis voilà, puis à la fin de la séance, il fait un petit rot, puis il est tout content. Voilà, super. J'ai même pas demandé pourquoi il voulait ça, quoi. C'est là. Il y a toutes sortes. Donc finalement, comme je vous le disais avant, je sais plus ce que je fais parce que de temps en temps, je reçois des gens qui viennent me voir pour le chamanisme, et puis je prends le tambour, et puis je fais boum 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 avec mon tambour, puis à partir d'un moment, je leur raconte une histoire. Je leur raconte l'histoire que les chamans m'ont pris à raconter. Et puis en le faisant, je me dis, ouais, mais tu es en train de faire de l'hypnose, là. Et puis je sais pas. Moi, je crois vraiment que chamanisme et hypnose, c'est la même chose. Du fait de mon passé de scientifique pur et dur, carré, hein, c'était le genre, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Point. Mais non. J'étais très attaché à une réalité qu'on appelle la réalité objective ou la réalité partagée. C'est une réalité qui est la même pour tout le monde. Hein, il y a une espèce de petit chariot avec une caméra, tout le monde peut la voir. Mais on ne la voit pas tous de la même manière. Par exemple, moi je peux trouver cette caméra très belle et puis quelqu'un la trouver très moche. Moi, je peux trouver ce chariot magnifique et puis quelqu'un peut le trouver horrible. C'est quoi qui est important dans notre vie?
Est-ce que c'est la réalité, la vraie, celle qui est carrée, indiscutable? Ou est-ce que c'est notre réalité subjective? Si vous avez mal à la tête, vous allez voir un médecin. Le médecin vous fait une prise de sang, des mesures, des analyses, tout ça. Il arrive, il vous dit, j'ai fait toutes les analyses, vous avez pas mal à la tête. Ah mais c'est objectif, hein. En fait, la seule vérité qui existe, c'est la vérité, c'est la réalité subjective. Vous êtes en train de vivre une expérience. Puis cette expérience que vous êtes en train de vivre, elle est réelle. Si vous êtes en train de manger une fraise, vous êtes en train de faire l'expérience de manger une fraise. Vous pouvez la trouver délicieuse, vous pouvez la trouver mauvaise. C'est égal, vous êtes en train de faire l'expérience de manger une fraise. Si maintenant vous êtes en train de faire l'expérience de manger une fraise pendant que vous êtes dans une transe profonde, il n'y a pas de fraise. Mais vous êtes en train de faire l'expérience de manger une fraise. Donc en fait, on est toujours en train de faire l'expérience de quelque chose dans la vie. Le quelque chose, on ne sait pas s'il est vrai ou pas. On essaye de se rassurer qu'il est vrai parce qu'il y a tout le monde qui le voit, donc on se dit ouais, ça doit être vrai, il y a tout le monde qui le voit. Mais en fait, la seule chose dont on est sûr de la véracité, c'est qu'on est en train d'en faire l'expérience. Alors je vais vous inviter à faire une petite expérience tout à fait amusante qui vous permettra de faire connaissance un petit peu avec votre esprit inconscient. Parce que votre esprit conscient, là je vous l'ai fait découvrir un petit peu, là on regarde les pieds, on regarde les mains, on regarde la respiration, mais l'esprit inconscient, dès qu'on essaye de le regarder, il n'est plus inconscient, il est conscient. Alors de temps en temps l'esprit inconscient, il se planque un peu, puis il devient difficile, on commence à l'apercevoir. Je vous ai fait mettre à tous une petite image comme ça sur votre chaise. Alors je vous invite à la regarder. Vous voyez, c'est un échiquier. Sur cet échiquier, il y a deux cases particulières, une case A et une case B. Et je vais vous demander laquelle des deux, de la A et de la B, est la plus foncée. Je sais pas trop. Peut-être même la B. Alors on est d'accord que à première vue, la A paraît vachement plus foncée que la B. Non, c'est pas vrai. Après, puisque je pose la question, on se dit, il y a une tourloupe. Alors le mental, il dit, ouais, ça doit être la même chose. Ah, cool, super. Mais même que le mental, il dit, ouais, ça doit être une tourloupe et puis c'est la même chose. Si vous essayez de voir que c'est la même chose, c'est pas évident. Par contre, si vous pliez votre feuille pour mettre la case A juste à côté de la B, alors là, vous constatez que c'est exactement la même teinte. Et puis après, vous le redépliez, puis vous êtes là, mais c'est pas possible. Vous voyez une différence? Là, c'est mon imprimante, c'est mon imprimante. C'est mon imprimante la plus lente, alors. C'est la même couleur. Ouais. Alors, ce qui se passe avec cette image, c'est que votre esprit inconscient, il sait bien que c'est un damier d'échiquier.
Il sait bien que sur un échiquier, les cases blanches sont blanches, et les cases noires sont noires. Et puis il sait bien que la case B, c'est une case blanche, et puis que la case A, c'est une case noire. Donc il vous transmet l'information, la case B est plus claire que la A. Parce que c'est comme ça que ça se passe sur les échiquiers. Mais il y a une situation un peu particulière qui fait que là, ben non, ça ne marche pas. Le truc, c'est qu'on voit les choses comme on croit qu'elles sont. On ne voit jamais les choses comme elles sont réellement. On a mis des étiquettes sur les choses qu'on voit, qu'on perçoit, parce que ce qu'on entend, ce qu'on sent, c'est la même chose. On ne voit pas les choses comme elles sont, on les voit comme on croit qu'elles sont. On ne voit pas les cases du gris qu'elles ont, on les voit du gris qu'on croit qu'elles ont, parce qu'on sait très bien que c'est un d'amour. Vous avez tous vu, j'imagine, le film E.T. Il y en a qui n'ont pas vu le film E.T. E.T. Et vous savez, l'extraordinaire dans le film E.T., il y a la maman qui arrive avec des sacs de commission, tada, 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 et puis elle doit passer devant le frigo, mais il y a E.T. qui est complètement bourré devant le frigo, ouvert, éventré, avec des bières par terre, tout ça. Et elle fait quoi? Elle se met comme ça, elle passe à côté, pour l'éviter, puis elle passe tout droit. Mais à ce moment-là, dans le film, elle n'avait encore jamais vu E.T. et elle le zappe complètement. C'est qu'un peu plus tard dans le film qu'elle le trouve au milieu des peluches et puis qu'elle pousse son super cri. Et ça devrait paraître bizarre à tout le monde. Pourquoi elle crie alors que 5 minutes avant dans le film elle l'a vu? Eh bien elle ne l'a pas vu. Ses yeux l'ont vu. Mais sa conscience ne l'a pas vu. Alors je vais vous donner une toute bonne nouvelle. C'est que on voit à peu près 5% de ce que nos yeux voient. Le reste est zappé. On voit la partie de ce que nos yeux voient qui correspond à ce qui nous intéresse. Si on est passionné par l'apiculture, on va voir tout ce qui est abeille. Si on est passionné par les champignons, on va voir tout ce qui est champignon, mais pas une abeille. Une expérience qui a été faite, des étudiants ont rempli un questionnaire, ensuite ils ont dû regarder un livre d'images, puis ensuite ils ont dû remplir un autre questionnaire sur le livre d'images. Le premier questionnaire servait à déterminer si ces étudiants étaient plutôt chanceux, se pensaient plutôt chanceux ou malchanceux. Le livre d'images, on leur avait dit, on va vous poser des questions sur le livre d'images. Puis parmi toutes les légendes au milieu des images, il y avait une petite phrase qui disait « Si vous lisez ceci, passez au bureau à 320, on vous donnera 100 francs. » Et puis à la fin, il y avait un questionnaire effectivement qui posait des questions sur les images. L'image où il y a la photo du cervin, de quelle couleur est le ciel, etc. Bon. Ils ont dépouillé tous les résultats. Oui, effectivement, alors, il y a quelques personnes qui sont allées au bureau à 320, on leur a donné leurs 100 francs, tout était bien, tout content, on a pris leur identité aussi. Et puis, une fois qu'ils ont dépouillé les questionnaires, ils ont regardé quel était le lien entre je me sens chanceux ou je ne me sens pas chanceux et le fait d'être passé au bureau à 320 ou quoi. Eh bien, ceux qui sont passés au bureau à 320 sont ceux qui se pensent, qui se croient être le plus chanceux. Le fait de se croire chanceux fait que, entre notre œil qui voit tout et notre conscience, tout ce qui est une opportunité de chance passe. Se croire malchanceux fait que, entre notre œil qui voit tout et notre conscience, tout ce qui va vous prouver que vous êtes malchanceux, vous allez le voir. Vous allez sans arrêt avoir confirmation de vos croyances. Et ne pas voir le reste. Je m'arrête là, j'aurai encore 1000 choses à dire, mais je vais vous inviter à poser des questions.